Bonjour. Bonjour à tous. Comme d'habitude, on va attendre une petite minute avant de démarrer et puis on va s'y mettre. La fameuse petite minute étant passée, je vous propose qu'on débute, la présentation d'aujourd'hui. On a prévu de vous faire une présentation qui porte sur Nice 2 qu'on a intitulée «Comprendre pour agir». Une formation, qu'on va, initier sous le prisme du secteur principalement assurantiel/, cybersécurité. Avant de vous en dire plus pour la raison pour laquelle on l'aborde sous ce prisme-là, je vous propose qu'on se présente assez brièvement avec Vincent et je vais débuter. Je m'appelle Yara, je travaille au sein de l'équipe de souscription de Stoic. En gros, je suis en charge d'étudier l'assurabilité des risques qui nous sont soumis. Et pour pouvoir réaliser ces études-là, on a besoin évidemment d'analyser le système d'information de nos assurés. Cette analyse, elle est d'autant plus poussée que chez Stoic, on propose non seulement des produits de cyberassurance, mais aussi des produits de cybersécurité pure, ce qui fait que nos effectifs sont principalement constitués de personnes qui viennent du monde de la cyber, dont Vincent, que je laisse se présenter. Bonjour, donc effectivement, je suis Vincent Guyenne, je pense que pas mal me connaissent déjà. Je suis le directeur cybersécurité de Stoic. J'ai plusieurs rôles du coup au sein de notre organisation. Et donc, je chapeaute les différentes activités de cybersécurité. Je suis également évaluateur pour l'ANSSI, notamment sur un référentiel qui s'appelle le référentiel PRIS pour les prestataires de réponse aux incidents de sécurité. Je suis également formateur en gestion de crise d'origine cyber et je suis co-responsable de l'incubateur de CERT, des équipes de réponse à incidents de sécurité au sein de l'Intercert France. Et je suis papa d'une petite fille de bientôt 4 ans. La meilleure partie de la presse. Merci Vincent du coup pour ta présentation. Pour vous dire quelques mots pour la raison pour laquelle justement on va aborder cette présentation d'aujourd'hui principalement sous le prisme assurantiel et sous le prisme de cybersécurité, c'est que comme indiqué chez Stoic, on est principalement spécialisé dans le secteur de la cyberassurance et on propose justement des produits de cybersécurité. Donc l'objectif, ça va être de venir rappeler les fondamentaux qu'il y a derrière justement cette nouvelle réglementation et surtout vous montrer comment est-ce que l'assurance notamment peut venir accompagner dans le cadre d'une mise en conformité et notamment côté Stoic. Donc, ça vous va, on va débuter. Pour l'agenda d'aujourd'hui, moi, je vais commencer par présenter les fondamentaux, donc purement sous un prisme de souscription, pas du tout sous le prisme d'un avocat. Et puis, Vincent va poursuivre en expliquant justement quelles sont les exigences et implications qui relèvent de NIS 2, comment est-ce que côté Stoic, on peut accompagner dans le cadre d'une mise en conformité. Et on terminera l'échange en répondant à vos questions. Donc, on a prévu un bon créneau pour cela. Sur les fondamentaux, déjà, qu'est-ce que signifie NIS? Ça signifie Network and Information Security. Donc, en gros, si on devait le traduire, ça veut dire sécurité des réseaux et des systèmes d'information. La raison pour laquelle l'Union européenne a consolidé justement un niveau de sécurité minimum et des exigences en matière de cybersécurité, c'est pour un besoin unique qui est celui du maintien de l'économie justement au sein de l'Union européenne, raison pour laquelle ils ont fait un focus assez particulier sur les sujets relatifs au niveau de sécurité des réseaux. NIS, du coup, a fait l'objet pour le moment de 2 grosses réglementations. Une première relative à NIS 1 qui a été adoptée en 2016 et dont la transposition s'est faite en droit français en 2018. L'objectif, c'était de vraiment venir renforcer la sécurité des opérateurs de services essentiels, donc les OSE, et des fournisseurs de services numériques, ce qu'on appelle les FSN. Côté NIS 2, l'adoption de la directive a été faite en 2022 côté Union européenne. La transposition devait être faite en octobre 2024 côté droit français. Mais pour le moment, on est très en retard. On n'a toujours pas eu de transposition justement en droit français. Normalement, elle est programmée pour début 2026.
Et donc, il y a un sujet qui a été posé avant qu'on prenne tout ce retard-là, c'était en 2024, où l'ANSSI avait annoncé en gros que après l'entrée en vigueur côté droit français justement de NIS 2, un délai de mise en conformité serait laissé aux entités pour pouvoir se mettre en conformité justement avec les exigences qui relèvent de cette réglementation-là. Ces annonces ont été faites en 2024, au moment où la transposition devait avoir lieu. Entre-temps, on a pris beaucoup de retard. Et évidemment, cet assouplissement qui a été annoncé par l'ANSSI est absolument pas noté dans la loi, sinon ce serait anticonstitutionnel, donc ça ne peut pas fonctionner. En revanche, ce qui semble être sur le point d'être appliqué, ce n'est pas du tout un assouplissement sur la mise en conformité, c'est-à-dire ce n'est pas sur les mesures de sécurité minimum qu'on attend au sein des entreprises, mais c'est plutôt un assouplissement qui serait potentiellement appliqué par l'ANSSI à partir de début 2026 sur les sanctions qui peuvent être prononcées si jamais la mise en conformité n'est pas optimale. Le temps justement que toutes les entreprises s'adaptent. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est. Donc toujours pas de transpo en droit français pour le moment. Donc pour pouvoir comprendre les exigences qui ont été posées par NIS 2, il est important quand même qu'on fasse un bref rappel de qu'est-ce que prévoyait NIS 1 initialement. Donc NIS 1 a fait déjà une première chose, c'est créer donc, le périmètre des entreprises qu'on a considérées comme étant essentielles au maintien de l'économie au sein de l'Union européenne. Et pour ça, le périmètre s'est découpé en deux gros secteurs qui ont été créés. Le premier, c'est celui des OSE, donc du coup les opérateurs de services essentiels, et le deuxième, c'est celui des FSN, les fournisseurs de services numériques. Par exemple, parmi les OSE, on retrouve tout ce qui est secteur de l'énergie, transport et autres, et aussi du secteur de la santé, notamment les hôpitaux. Et à ces deux catégories qu'on a estimées comme étant essentielles au maintien de l'économie, on leur a posé en gros 3 gros objectifs via justement la mise en place de NIS 1. Le premier objectif, c'était celui d'harmoniser vers le haut le niveau de sécurité au sein de l'Union européenne. Pourquoi l'harmoniser? C'est parce que certains États étaient bien plus en avance sur le sujet que d'autres. Typiquement, en France, ça fait plusieurs années déjà qu'on s'intéresse au sujet de la cybersécurité. On avait déjà une législation en place qui s'appelait donc la LPM, qui portait plutôt sur le secteur militaire, qui avait été mise en place en 2013, si je ne dis pas de bêtises. Et post ça, on avait déjà créé l'ANSSI. Donc vraiment, on n'a pas attendu NIS 1 pour avoir une législation en rapport justement avec la cybersécurité. On n'a pas attendu non plus NIS 1 avant de créer une autorité en charge justement de cette thématique-là. En revanche, grâce à l'harmonisation, chaque État aujourd'hui membre de l'Union européenne dispose des mêmes exigences en matière de minimum de sécurité attendue chez les OSE et chez les FSN, et sait également quelle est l'autorité en place au sein de chaque État qui est en charge justement des questions en matière de cybersécurité. Donc, premier gros sujet, harmonisation vers le haut justement de la réglementation en matière de sécurité. Deuxième sujet et objectif justement qui était posé par NIS 1, c'était celui de venir renforcer la coopération entre les États membres. Pourquoi renforcer cette coopération-là? Parce que tout simplement, parfois, certaines OSE n'exercent pas exclusivement dans un seul et même pays et vont exercer par exemple en France, en Allemagne et en Espagne. Donc, si demain elles sont victimes d'une cyberattaque, les 3 pays verront leur économie au même moment justement affectée. Donc, il fallait qu'il y ait une communication d'informations dans le cadre de ces sinistres d'ampleur qui touchent plus d'un État à la fois. Donc, il y a 2 gros éléments qui ont été créés justement dans le cadre de ce renforcement-là. Le premier, c'est le CERT Network, où en fait, les différents CERT, donc en gros, centres de réponse à incident de chaque État, vont échanger entre eux et coopérer justement dans le cadre de la réponse à un incident à apporter, si jamais on est sur un cyberincident qui touche plusieurs États à la fois. La deuxième chose qui a été créée, c'est ce qu'on appelle du coup le NIS Cooperation Group, qui, lui, va plutôt consolider justement les informations relatives à la cyberattaque pour pouvoir formaliser donc une analyse commune et en tirer les informations et enseignements nécessaires. Enfin, le troisième gros objectif qui était porté justement par NIS 1, c'était un sujet d'obligation de notification de ce qu'on appelle les incidents majeurs. Donc en gros, si demain je suis une OSE et victime d'une cyberattaque, je suis dans l'obligation d'aller notifier cet incident majeur à l'autorité compétente à l'échelle étatique. Donc chez nous, par exemple, si c'était une OSE française, on serait dans l'obligation de le notifier à l'ANSSI.
Le problème, c'est que cette histoire de notification, elle a posé problème sur deux crans différents. Le premier, déjà, c'est qu'est-ce qu'un incident majeur? On ne sait pas vraiment. La deuxième problématique qu'on a, c'est que quand il y a un incident en matière de cybersécurité, généralement, il n'y a pas qu'un système d'information qui tombe, il y a aussi des sujets en matière de gestion de données qui peuvent être affectés, et en fonction des diverses réglementations auxquelles on peut être soumis, si par exemple on est dans le secteur financier, on va avoir aussi DORA qui peut s'appliquer dans le cadre de ce devoir de notification. Donc ça signifiait que l'incident majeur, déjà, on ne savait pas trop ce que c'était, et il y avait plein d'autorités à la fois qui devaient être notifiées en fonction des réglementations auxquelles on était soumis, donc potentiellement ANSSI plus CNIL plus ACPR, par exemple. Ce que vous pouvez voir dans cette slide, c'est qu'on ne sait pas qui est le responsable de la mise en conformité avec NIS 1. Et la deuxième chose qu'on ne sait pas, c'est quel est l'ordre des sanctions qui peuvent être prononcées si jamais la mise en conformité n'a pas été faite via cette réglementation-là. Ça, ce sont des gros détails justement sur lesquels NIS 2 vient un peu plus approfondir justement la réflexion. La première chose qu'on peut constater via NIS 2, c'est que les secteurs qui sont concernés par cette réglementation, c'est plus seulement les OSE ou alors les FSN, ça va bien au-delà de ça. On a beaucoup de secteurs d'activité qui sont concernés, notamment l'administration publique, les services postaux et courriers, gestion de déchets, les industries manufacturières. Je ne vais pas les faire une à une, mais comme vous pouvez le voir, la liste est longue et non exhaustive. Un peut-être sujet qui fait pas mal débat, qui a été rajouté dernièrement, c'est la notion des éditeurs de logiciels, où là, du coup, ça peut impliquer énormément de nouvelles organisations. Donc, ce sujet reste encore un petit peu flou aujourd'hui et surtout soumis à débat. Complètement. La raison pour laquelle aujourd'hui on a autant de secteurs qui sont justement touchés par la réglementation NIS 2, à contrario de ce qu'on pouvait voir sous NIS 1, l'explication se déroule en deux temps. La première partie d'explication, c'est le sujet du systémique. En gros, si demain j'ai une PME qui est affectée par une cyberattaque ou alors une ETI qui est affectée par une cyberattaque, ce sera peut-être juste de l'ordre du fait divers. Mais si j'ai plusieurs PME et plusieurs ETI qui sont affectés par le même vecteur de cyberattaque, évidemment que là aussi, je viens engager des problématiques à l'échelle de l'économie justement européenne. Donc, le premier sujet du systémique a fait déjà qu'on s'est intéressé à beaucoup plus de secteurs dans le cadre de cette mise en conformité. Et le deuxième sujet, c'est que finalement, chaque PME et chaque ETI contribuent également au maintien de l'économie au sein de l'Union européenne, puisqu'elles peuvent être, par exemple, distributeurs pour des OSE. Donc, si jamais elles sont elles-mêmes indisponibles, ça risque de mettre à mal les OSE ou alors les FSN. Raison pour laquelle aujourd'hui, on a autant de secteurs qui sont touchés. Pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, la majeure partie de ces secteurs-là viennent chercher une cyberassurance et on en a pour la majeure partie justement en portefeuille. NIS 2 a créé deux catégories différentes d'entités. D'une part, les entités essentielles et d'autre part, ce qu'on appelle du coup les entités importantes. Je ne vais pas trop entrer dans les détails de cette partie-là, mais en gros, c'est en fonction déjà de la taille de l'entreprise et en fonction de son secteur d'activité. Et en fonction de si je suis une entité essentielle ou alors une entité importante, je vais avoir certaines sanctions qui pourront être prononcées avec des degrés différents et j'aurai donc un minimum de sécurité aussi imposable qui le sera d'autant. Donc, ça me permet de pouvoir rebondir sur l'autre point essentiel qui est apporté justement par NIS 2, c'est un degré et une harmonisation en matière de sanctions prononcées en cas de survenance de cyberattaque. Donc, pour les entités essentielles, on est de l'ordre d'un minimum de 10 millions d'euros jusqu'à 2% justement du CA mondial de l'entreprise en cas de non-conformité justement avec NIS 2. Pour les entités essentielles, on est un peu en dessous, on est à 7 millions d'euros et jusqu'à 1,4% du chiffre d'affaires si je ne dis pas de bêtises. Mais comme vous pouvez le voir, on a une harmonisation des sanctions qui ont été faites à l'échelle de NIS 2. En revanche, là encore, warning à porter. Tout à l'heure, je vous le disais, on a un sujet en matière de notification en cas de survenance de cyberattaque parce qu'en fait, on peut être soumis à diverses législations et on peut avoir plein d'enjeux à la fois en réalité quand le système d'information est affecté, notamment des enjeux en matière de fuite de données, ce qui fait qu'on a aussi un devoir de notification auprès de la CNIL. En fonction du degré justement de sanction qui est prononcé dans chacune de ces législations, il est possible en gros que la CNIL prononce une sanction bien plus importante que celle qui était prononcée par l'ANSSI. Et dans ces cas-là,
a priori, ce serait la plus importante de celles prononcées qui s'appliquera dans ces cas-là. Petit détail, ce n'est pas l'ANSSI qui formulera du coup une sanction, mais une commission des sanctions spéciales qui pourrait être mobilisée, mandatée sur demande de l'ANSSI. C'est plutôt dans ce sens-là que ça se passera, mais l'ANSSI n'imposera pas la sanction elle-même. Très bien. Autre degré du coup qui a été rajouté, ça a été justement de capitaliser sur les efforts de coopération. Tout à l'heure, via Nice 1, je vous l'ai indiqué, on a en gros 2 degrés qui ont été créés avec le CSIRT Network et avec le Nice Cooperation Group. Là, on a aussi le EU Cyclone qui s'ajoute justement au lot et qui lui a plutôt se charger de la gestion des crises d'origine cyber à plus grande échelle. L'enjeu très important encore qu'on retrouve via Nice 2, c'est que cette fois-ci, on sait qui est le responsable de cette mise en conformité justement à la réglementation. Et bien ici, la personne qui a été nommée responsable, c'est pas du tout le DSI, c'est pas le RSSI, c'est vraiment le dirigeant de l'entreprise lui-même. Et le risque qu'il a, c'est que non seulement si jamais il n'y a pas cette mise en conformité qui est faite, c'est d'avoir une sanction déjà à l'échelle de l'entreprise, avec l'harmonisation des sanctions annoncées, mais aussi une sanction d'ordre personnel, avec une interdiction temporaire d'exercer certaines fonctions de direction. Donc aujourd'hui, on sait qui est responsable et on sait également quelles sont les sanctions qui peuvent être prononcées. Et forcément, de manière assez logique, si lui est responsable, il y a un devoir de formation également qui a été mis en place via Nice 2 à l'égard justement des membres de la direction. Donc voilà un petit peu si on pouvait faire un récap sur les fondamentaux qu'on peut tirer justement de Nice 2. Et là, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet et peut-être la partie la plus importante de cet échange. Ce sont les exigences et implications justement qui découlent de cette nouvelle réglementation. Comment est-ce qu'on peut y répondre aussi, nous, chez Stoic. Et pour ça, du coup, je laisse la main à Vincent pour la suite. Merci Yara. Alors, sur les différentes exigences, on vient de le voir du coup. La directive Nice 2 va imposer pas mal de choses autour de la résilience des systèmes d'information, des différentes organisations qui sont assujetties à Nice 2. On va parler d'analyse de risque, on va parler de gestion d'incidents, de continuité d'activité, de sécurité des fournisseurs et de formation des collaborateurs. Ce sont les éléments qui remontent vraiment le plus aujourd'hui dans les intentions qui sont derrière Nice 2. Vous avez ici quelques, on va dire, des exigences. Elles ne sont pas forcément exactement écrites de cette manière-là, aujourd'hui en tout cas, tout simplement parce qu'il manque encore des décrets d'application qui sortiront une fois que la loi aura déjà été transposée. Donc il y a encore, on va dire, des inconnus sur ce qui va arriver. Pour autant, quand on se base un petit peu sur ce qui a été fait dans d'autres pays qui ont déjà fait la transposition, qui ont déjà peut-être un petit peu plus avancé législativement que nous, et quand on regarde un petit peu les premiers échanges qu'il y a pu y avoir avec notamment l'ANSSI et les différents partenaires, on voit qu'il y a des sujets qui se dégagent. Donc ces différents sujets sont ceux qu'on liste ici. Je vais les énumérer. Et ensuite, on va rentrer dans le détail sur comment est-ce qu'avec Stoic, nous permettons à nos différents assurés de gagner du coup en conformité et bien sûr en niveau de sécurité. Premier point, du coup, les politiques relatives à l'analyse de risque et à la sécurité des systèmes d'information. Donc, on demande finalement de cadrer, d'avoir une gouvernance liée à la sécurité du système d'information au travers d'une politique, mais également au travers d'actions d'analyse de risque. Donc, ne pas simplement, j'ai envie de dire, prendre la sécurité comme étant un sujet annexe, mais vraiment de driver certaines décisions au travers d'une analyse de risque formelle qui aurait été réalisée et qui permet du coup derrière de définir là où les politiques de sécurité. Numéro 2, la gestion des incidents. Ce qui est essentiel dedans, c'est surtout l'obligation de notification. Alors bien sûr, on va demander à avoir un process de gestion des incidents, mais ça, on est déjà censé en avoir au travers d'autres réglementations type RGPD. Mais il y a une obligation de notification qui devient également assez importante, une notification auprès de l'autorité nationale. Donc ici, ce serait une obligation de notification à l'ANSSI, ce qui rajoute finalement un nouvel acteur à avoir en tête quand on est en pleine phase de gestion des incidents. Troisième partie, la continuité des activités. On va notamment parler de gestion des sauvegardes, de PRA, de plan de reprise d'activité, ou potentiellement de PRI, de plan de reprise informatique. On va parler de processus, de dispositifs de gestion de crise également. Donc, ce sont des sujets vraiment orientés, très orientés résilience. Comment, dans la tempête,
on arrive à assurer une certaine résilience de nos activités, une capacité à relancer nos activités métiers pour détériorer le moins possible la société et l'économie du pays et de l'Europe. Quatrième point, la sécurité de la chaîne d'approvisionnement. C'est un sujet qui est extrêmement important. On le voit, enfin, on l'a vu ces dernières années, on l'a encore vu il y a 2 jours avec l'incident Cloudflare, par exemple. Aujourd'hui, tous les systèmes d'information sont interconnectés les uns aux autres. On a des dépendances un petit peu dans tous les sens, avec des gros clouders, avec des petites structures qui créent des logiciels. On peut aussi penser, depuis un peu plus d'une dizaine de jours maintenant, l'incident que subit Veda, qui est un logiciel pour les médecins qui, du coup, génère un impact non négligeable sur de nombreux médecins, plus de 20 000, il me semble, peut-être même 80 000 médecins qui peuvent être impactés aujourd'hui à cause de cette attaque-là. Donc voilà, on a des outils qu'on utilise, on utilise des prestataires, des fournisseurs. Malheureusement, aujourd'hui, fort est de reconnaître que la sécurité de cette chaîne d'approvisionnement est assez peu traitée. On souscrit à une offre sans forcément vraiment lire toutes les petites lignes, notamment concernant la résilience, concernant les qualités des sauvegardes, etc. Donc il y a un vrai sujet, un vrai focus qui est mis là-dessus dans le cadre de NIS 2 et globalement des différentes nouvelles réglementations orientées cybersécurité. Autre point, la sécurité de l'acquisition, du développement et de la maintenance des réseaux des systèmes d'information. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sécurité de l'acquisition, on va aller acheter, on va aller construire, on va développer des nouvelles applications, des nouveaux systèmes. Ce que l'on demande, finalement, c'est une notion qu'on avait déjà un petit peu dans le RGPD et quelques autres réglementations, qui est le security by design, la sécurité dès la phase de conception. De comprendre finalement comment on intègre la sécurité dans nos différents projets informatiques et comment on s'assure du coup du bon développement, du bon achat, qu'on ait les bonnes clauses sécurité dans nos contrats, etc. Donc c'est tout ce sujet-là qui est derrière. Ensuite, on a les procédures pour évaluer l'efficacité des mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité. Globalement, c'est l'évaluation et l'audit. Donc évidemment, on met en place plein de choses, la confiance n'excluant pas le contrôle. On va également s'assurer que ce qui est en place fonctionne bien. En tout cas, fonctionne comme on l'entend, comme on s'y attend. On va ensuite parler de pratiques de base en matière de cyberhygiène et la formation à la cybersécurité. Formation et sensibilisation, bien sûr, sensibilisation globale, ça c'est sûr et certain, mais dans NIS 2, on va avoir un accent tout particulier sur les dirigeants d'entreprise et globalement les grandes directions. C'est-à-dire qu'on veut qu'ils soient formés à la cybersécurité. Et ce n'est pas juste 10 minutes de vidéo de sensibilisation, ce n'est pas juste une petite intervention une fois par an. On va s'attendre à ce que ces personnes soient réellement formées au sujet de la cybersécurité, parce que, Yara l'a dit il y a quelques instants, ils deviennent responsables finalement de la cybersécurité de leur organisation, avec des sanctions qui sont quand même assez fortes. Donc, à prendre en compte, et on veut leur donner les moyens, du coup, de pouvoir assurer leur responsabilité. Ensuite, politique et procédures liées à la cryptographie. Il y a toujours des sujets autour de la crypto, de l'utilisation des bons algorithmes de chiffrement, qu'on ne puisse pas facilement les casser, etc. On reviendra un peu plus tard, du coup, sur ce sujet-là. Mais ça fait partie, évidemment, des grandes thématiques liées à NIS 2. La sécurité des ressources humaines, des politiques de contrôle d'accès, la gestion des actifs, pour toutes les personnes qui ont déjà travaillé de près ou de loin sur l'ISO 27001, typiquement, ce sont des sujets qui sont très classiques. Quand on parle de sécurité des ressources humaines, souvent, on va avoir les chartes informatiques, on va avoir tout ce qui est lié à l'utilisation des mots de passe, des certificats, potentiellement des MFA, etc. Ça fait partie de ces sujets-là. Et dans la sécurité des communications, on va retrouver à nouveau quelques-uns de ces sujets, notamment tout ce qui va être authentification continue, encore une fois, authentification à plusieurs facteurs. Donc, vous allez le voir, je crois que je l'ai mis juste après, mais il y a quelques thématiques que je vais regrouper ensemble par la suite, parce qu'elles sont vraiment très, très, très similaires, notamment du coup les 3 dernières. On va maintenant faire un focus sur les différentes thématiques, en faisant notamment en vous expliquant comment est-ce que chez Stoic, on accompagne nos assurés à se mettre en conformité sur ces différents sujets.
Le point important à retenir, c'est qu'avec Stoic, on va à la fois traiter des sujets techniques, opérationnels et stratégiques, ce qui permet de globalement structurer la démarche de conformité pour les assurés, de les aider opérationnellement à réellement mettre en place cette résilience et donc, in fine, de garantir la continuité et la sécurité de leurs activités critiques. Hop. Donc, sur les différents sujets, comme je vous l'ai dit à l'instant, je vais reprendre les différentes thématiques que je vous ai listées juste avant. Juste les 3 dernières seront regroupées ensemble. Crypto, contrôle d'accès, sécurité de communication seront traitées ensemble. Alors, premier sujet, donc, analyse et gestion des risques. Je vous l'ai dit, on parle de politique d'analyse de risque et de sécurité des systèmes d'information. Qu'est-ce que l'on fait chez Stoic? Tout d'abord, Yara l'a évoqué, on fait déjà une analyse de risque assez haut niveau au tout début, finalement, lors de la phase de souscription. On évalue les grands risques liés à une organisation. Donc, on aide déjà les organisations à se projeter dans leur analyse de risque, à identifier, d'un point de vue cybersécurité, finalement, face à quoi elles vont devoir se battre et qu'est-ce qu'ils vont devoir construire pour pouvoir assurer leur résilience. Donc, on identifie les vulnérabilités majeures et bien souvent, ces vulnérabilités majeures vont se retranscrire dans ce que vous connaissez très bien, des prérequis ou des réserves. Et donc, on a une certaine priorisation des actions qui vont être proposées aux prospects à ce moment-là, qui deviendra par la suite assuré. On a également différents outils. Et alors là, je vais parler plusieurs fois de nos différents outils parce que certains permettent de couvrir plusieurs thématiques différentes. Donc, c'est ce qui va nous permettre du coup d'adresser des éléments de conformité. Premier point, en tout cas, les différentes revues de configuration. On fait des revues de configuration sur l'Active Directory, sur le cloud et avec certains modules de nos services MDR, on peut aller un cran plus loin sur certains composants plus critiques. Mais ces revues de configuration nous servent à évaluer l'exposition technique, les différentes vulnérabilités, les défauts de configuration, potentiellement des défauts de conception qui vont remonter, qui nous permettent d'identifier tel périmètre est plus à risque qu'un autre. Et ça doit permettre d'alimenter la réflexion côté assuré sur la construction du plan d'action de sécurité, et donc l'analyse et donc la gestion des risques que l'on va en faire. Et bien sûr, pour les différents assurés qui sont éligibles à Stoic Protect Plus, vous le savez, on opère un suivi de la roadmap cybersécurité avec notre équipe cybersécurité. Donc, on revoit finalement les différentes mesures qui sont dans le plan d'action, dans la roadmap, à 1, 2, 3 ans, et on s'assure qu'on avance dessus. Évidemment, pour tous les assurés éligibles Stoic Protect Plus et évidemment assujettis à NIS2, tous les sujets de NIS2 vont forcément être intégrés dans cette roadmap. Et petit spoiler, je ne peux pas vous en dire énormément aujourd'hui, mais à partir de début 2026, il y a d'autres choses qui vont arriver qui nous permettront, en tout cas qui permettront aux assurés d'avoir encore une meilleure visibilité sur la gestion de leurs risques, avec encore une fois de la priorisation de différentes actions de sécurisation. On peut en reparler à partir de début 2026. Numéro 2, la gestion des incidents et bien sûr l'obligation de notification. Notification rapide, c'est ce qui va être demandé auprès de l'autorité nationale. Eh bien, vous le savez déjà, mais on a un CERT complètement opérationnel en 24/7 qui assure la gestion complète des incidents de A à Z, du moment où on est appelé, qu'on est contacté par un assuré, jusqu'à la résolution complète et même la mise sous surveillance pendant quelques temps du système d'information pour nous assurer qu'il n'y ait pas de résurgence d'attaque. Tout ça, c'est ce qui est fait par notre CERT. Et donc, évidemment, on fait aussi, en tout cas, on aide aussi l'assuré dans ses obligations de notification. Si vous avez déjà eu des assurés avec lesquels on a eu à traiter typiquement des dépôts de plainte, vous savez que c'est facile pour nous d'aller contacter la police ou la gendarmerie pour faire accélérer le dépôt de plainte. On a les modèles qui vont bien pour rédiger la plainte. On a l'habitude de faire un partage d'écran avec le DPO de l'organisation pour faire la notification à la CNIL. Donc, on a toutes ces habitudes-là et c'est ancré évidemment dans nos process de gestion des incidents, tous les sujets liés à la notification auprès des différentes autorités nécessaires. Bien sûr qu'on continuera à le faire et on intégrera évidemment du coup l'ANSSI pour la France et les autres autorités nationales qui seront désignées ou qui ont été désignées dans les différents pays européens. Bien sûr, on a également une garantie d'assistance pour tous les assurés et
quand je dis garantie d'assistance, c'est également le fait qu'il n'y ait aucune déchéance de garantie sur l'ensemble des activités de l'assistance du CERF stoïque. Et ça, c'est vraiment très, très important également. L'assuré sera aidé, sera assisté par le CERF stoïque, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se soit passé et quoi que l'on puisse constater également dans le respect ou non des différentes exigences contractuelles et réglementaires. Et bien sûr, toujours pour aller un cran plus loin, il y a des options liées notamment à notre service MDR. Donc, vous le savez, on opère un service de management d'outils de détection et de réponse aux incidents de sécurité, EDR, XDR. Décrire tout ça si jamais vous avez des questions par la suite. Mais l'objectif étant d'avoir une surveillance accrue sur les systèmes d'information des assurés pour opérer une réponse à incident encore plus efficace, automatisée lorsque c'est possible. Et bien sûr, la notification fait partie des sujets, orchestrés dans le cadre de ces activités. Hop. Numéro 3, la continuité d'activité et la gestion de crise. NIS 2 donc, parle des politiques de sauvegarde, du PRA et des process, des dispositifs de gestion de crise. Alors, comment est-ce que nous, on traite ce sujet-là? Déjà, il y a une question, tout simplement, on va dire, dans le questionnaire stoïque, on demande est-ce que les assurés aient un PRA qui soit défini, qui soit testé, avec des valeurs de retour à la normale qui soient déjà identifiées. Mais on ne s'arrête pas là, on ne s'arrête pas juste à demander ce plan-là. Bien souvent, on a des assurés ou des prospects qui n'ont pas fait leur PRA, ne savent pas comment s'y prendre. Mais du coup, nous, on donne un modèle de plan de reprise d'activité. On a différents, j'ai envie de dire, un modèle pour ça. On a des modèles qui sont très, très opérationnels, très pragmatiques, qui permettent en quelques minutes, j'ai envie de dire, en 1 heure de travail, de réussir à définir le gros du plan de reprise d'activité. Au minimum, en tout cas, le plan de reprise informatique, qui est celui qui nous intéresse le plus dans le cadre d'une attaque cyber. Donc, on a ce plan-là très pragmatique. Et puis ensuite, on va avoir un autre document qui est un guide de construction de son j'ai même envie de dire de son PCA, de son plan de continuité d'activité, dans lequel on a clairement une réflexion sur les risques. Et donc, je fais écho au premier sujet qu'on a évoqué. Oui, on fait une analyse de risque assez haut niveau en souscription, mais dans le cadre du plan de reprise d'activité, du plan de continuité d'activité, on va clairement un cran plus loin. On va définir les risques propres avec les biens essentiels, les biens supports de l'organisation, et comment est-ce qu'on fait pour relancer ou pour assurer une certaine continuité d'activité pour ces différents actifs, pour ces différents biens, biens informatiques, matériels et immatériels. Donc, on aide déjà pas mal les assurés sur ce sujet-là. On a également un appui technique sur l'évaluation de la qualité des sauvegardes. C'est très fréquent que nos courtiers nous relayer les questions des différents assurés sur est-ce que si j'utilise telle technologie, est-ce que ça veut dire que c'est bon, je coche la case comme quoi mes sauvegardes sont immuables ou est-ce que ça veut bien dire que mes sauvegardes sont déconnectées? Du coup, on va faire des échanges, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Parfois, on a des meetings qui sont dédiés avec les assurés ou avec leurs prestataires sur ces sujets-là pour déterminer est-ce que le niveau de qualité des sauvegardes est bon? Est-ce qu'on a effectivement la sauvegarde déconnectée ou immuable? Est-ce que c'est bien implémenté? Est-ce que la fréquence est cohérente avec les besoins autour de la continuité et de la reprise d'activité, etc. Donc, ces sujets-là sont également déjà couverts de manière très naturelle dans nos activités. Également, pour les assurés qui sont éligibles à Stoic Protect Plus, on a une formation à la gestion de crise d'origine cyber qui est réalisée. Donc, on peut faire ces formations-là, elles sont à la demande, évidemment, c'est moi directement qui vais animer ces sessions de formation où je décris globalement comment est-ce qu'on construit son dispositif de gestion de crise. Quand je parle de dispositif, ça veut dire quelle organisation type il serait intéressant de déployer au sein de l'organisation de l'assuré, quels sont les process qu'il faut définir dès maintenant pour pouvoir être prêt à faire face à la crise d'origine cyber, et quels sont les quelques outils qui seraient intéressants à construire, sachant que les outils ne sont pas forcément des outils extrêmement coûteux. Parfois, ça peut être simplement un document déjà existant à imprimer, à mettre dans un classeur ou ce genre de choses-là. En tout cas, c'est de la préparation à la gestion de crise.
Et donc, on fait déjà ces formations-là pour faire monter en compétences et préparer évidemment nos assurés sur ces sujets de gestion de crise. Et enfin, je fais un petit peu écho au sujet des sauvegardes que j'ai évoqué tout à l'heure, mais on a des outils automatiques qui font de la revue de configuration, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc, dans ces revues de configuration, on a des points de contrôle sur les différents environnements cloud de nos assurés. Il y a même une option côté MDR, qui est une option Cloud Security, qui nous permet d'aller même encore un cran plus loin dans est-ce que les sauvegardes sont bien configurées pour tel ou tel environnement cloud. Et ça nous donne des informations opérationnelles, techniques, ce sont des faits. C'est implémenté, oui ou non. Ce n'est pas juste, entre guillemets, une discussion avec les équipes techniques. Là, pour le coup, on a l'indicateur comme quoi ça a été bien fait ou non. Donc, tous ces éléments-là vont venir aider les assurés à se mettre en conformité sur ce sujet. Quatrième point, sécurité de la chaîne d'approvisionnement. Là, je vous l'ai évoqué tout à l'heure, c'est un sujet qui est très, très important à cause des dépendances avec les prestataires, les différents fournisseurs informatiques que l'on peut avoir aujourd'hui. Au travers des différents scans que l'on fait déjà aujourd'hui, on identifie certains de ces fournisseurs-là. Quand on a typiquement un fournisseur type fournisseur d'équipements de bordure, type VPN, F5, Fortinet, Ivanti, etc. Je cite cela de manière évidente parce qu'ils ont eu des grosses vulnérabilités sur les au moins 2 dernières années. Mais lorsqu'on identifie qu'il y a ce type de technologie-là utilisée par nos assurés, ça nous permet derrière de les contacter très rapidement au travers de votre relais, évidemment, pour leur faire notamment corriger s'il y a des vulnérabilités. Donc ça, c'est un point qui est très important, c'est qu'on permet, grâce à ces outils de scan de vulnérabilités externes notamment, mais internes aussi, d'identifier les technologies et de réaliser des activités de mise sous contrôle des fournisseurs de ces technologies. Autre point très important, bien sûr, on a une garantie, la garantie de couverture pour les incidents impliquant la compromission des tiers. On a une garantie que ça va être transmission de virus, être sur la sécurité de la chaîne d'approvisionnement, ça va dans les deux sens. On consomme, mais on est aussi fournisseur. Et du coup, on a ces garanties-là directement inclus dans notre offre de cyberassurance. Je l'ai évoqué tout à l'heure, dans le cadre de Stoic Protect Plus, il y a une analyse de risque qui doit être faite, bien sûr. Et l'analyse de risque des fournisseurs est intégrée dans les roadmaps Stoic Protect Plus. Donc, on suit que dans ces roadmaps-là, on ait bien l'évaluation des principaux fournisseurs qui soient effectués. On a des points de contrôle, encore une fois, sur les environnements cloud, au travers de notre scan de cloud qui est directement fourni aux assurés, ou au travers de l'option Cloud Security qui est dans l'offre MDR. Et bien sûr, aujourd'hui, comment est-ce qu'on échange avec les prestataires et les fournisseurs? C'est bien souvent par email. Et donc, on a des outils de détection de signaux faibles pouvant impliquer, ou en tout cas nous permettre de détecter des compromissions, des potentielles tentatives de fraude ou alors des fraudes avérées. Et cet outil-là, c'est notre option Email Security qui nous permet du coup de faire de la lutte contre la fraude et pas que. Numéro 5, la sécurité du cycle de vie et gestion des vulnérabilités. Donc, c'était tout le sujet lié à l'acquisition, le développement, à la maintenance des systèmes d'information. Et bien, à nouveau, on a nos scans réguliers. Donc, on a des scans qui sont même très réguliers. Pour rappel, notre scan externe tourne à minima toutes les semaines sur les infrastructures exposées de nos assurés. Et on a des scans internes, scans d'Active Directory, qui sont complètement à la main des assurés. S'ils veulent le jouer tous les jours, toutes les heures, c'est complètement possible. Et on a des scans de services cloud qui tournent tous les jours. Donc, on a une fréquence de scans qui est très importante et qui permet du coup de détecter les problèmes de configuration, des vulnérabilités techniques qui sont dans les technologies, dans les logiciels, systèmes utilisés par les assurés. On a donc évidemment les revues de configuration, ça je l'ai déjà évoqué. Et dans le cadre des différentes options, évidemment, les outils MDR nous permettent de sécuriser avec des baselines sécurité très fortes les différents systèmes informatiques. Et au travers de Email Security, comme je l'ai évoqué, on va retrouver à la fois les sujets d'antifraude,
autour des sujets d'antifraude, on va retrouver à la fois les sujets d'email security que j'ai évoqués et bien sûr le simulateur de phishing qu'on met à disposition pour pouvoir réduire les différents vecteurs d'attaque que l'on connaît. Donc ça, c'est du assez classique, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. À partir du moment où on est dans une démarche classique d'amélioration continue, type ISO 27001, ben on va rentrer dedans. Toutes les activités que l'on fait de base, encore une fois, vont permettre aux assurés d'avancer, on va dire, dans leur mise en conformité vis-à-vis de NIS 2. Ensuite, on a tout le sujet autour de l'évaluation et de l'audit. NIS 2 va notamment exiger des procédures pour évaluer l'efficacité des mesures de sécurité. Encore une fois, hein, tous les scans internes, externes, tous les modules de MDR en plus. Pour ceux qui ont déjà regardé un petit peu le sujet, on a des scans de vulnérabilité interne, externe, de l'exposure management, on a du cloud security, on a pas mal de choses qui sont en plus dans le MDR. Ce n'est pas juste le management d'EDR. Il y a beaucoup d'autres sujets qui sont possibles et qui permettent vraiment d'étendre la vision, la visibilité sur le système d'information et son niveau de sécurité. Si jamais vous avez des questions sur ces sujets-là, surtout n'hésitez pas. On a également des reportings réguliers qui sont faits par notre équipe de Customer Success, nos CSM, avec donc des contacts fréquents qui sont faits pour donner de la visibilité sur la posture cybersécurité de l'assuré. À minima, il y a le scan, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, hebdomadaire qui va tourner avec les résultats hebdomadaires. Et puis après, il peut y avoir des points plus ou moins fréquents en fonction des types d'assurés. Et notamment, si je prends à nouveau le cas de Stoic Protect Plus, on a le suivi de la maturité et de l'avancement de la roadmap cyber qui sont faits tout au long de l'année. J'avance sur le numéro 7, cyberhygiène et formation. Alors, je l'ai évoqué, cyberhygiène, pour ceux qui sont un petit peu familiers avec le guide d'hygiène de l'ANSSI, typiquement, c'est un petit peu ce qu'on a dedans. Donc, il y a 42 mesures, il y a 12 grandes thématiques, 42 mesures qui sont listées dans le guide d'hygiène de l'ANSSI. Ce qui va être globalement attendu dans le cadre de NIS 2, c'est de travailler sur ces différents éléments. Et puis, on parle aussi de la formation à la cybersécurité. Donc, pour adresser ces différents sujets-là, tout d'abord, on a nos différents modules de sensibilisation. Donc, vous les connaissez, on a des modules sur le phishing, on a des modules sur le télétravail, on a des modules sur la sauvegarde, enfin bref, on a pas mal de modules différents. On a évidemment toutes les vidéos de sensibilisation que l'on fait, que l'on met à disposition sur notre chaîne YouTube. Il y a énormément de documentation que l'on publie. Il y a également l'ensemble du centre d'aide de Stoic qui met à disposition pour que les équipes informatiques et métiers puissent apprendre la cybersécurité à nos côtés. On a bien sûr notre simulateur de phishing, l'objectif étant d'entraîner les collaborateurs à détecter les potentiels cas de phishing. On a bien sûr les bonnes pratiques de MFA, de gestion des accès, de sécurité RH qui sont intégrées dans nos prérequis. Donc, il y a pas mal de sujets que l'on couvre lorsque l'on pose nos différentes questions sur le questionnaire cyber de Stoic autour de l'utilisation des comptes d'administrateurs, l'utilisation de l'activation du MFA sur les accès distants, sur la messagerie. Bref, tout ça, c'est vraiment de l'hygiène cyber, de l'hygiène informatique. Et c'est ce que l'on attend de nos assurés. Bien sûr, on le sait très bien, pour certains, c'est plus compliqué à mettre en place que pour d'autres. C'est pour ça qu'on a le centre d'aide qui est à disposition de tous. Je l'ai évoqué tout à l'heure, mais pour tous les assurés qui vont souscrire à l'offre MDR, à minima en tout cas à l'EDR, on a une baseline sécurité qui est appliquée. Ce n'est pas juste un outil qui va tourner. En fait, on a défini plein de configurations, plein de durcissements qui viennent sécuriser le système d'information de l'assuré. Ce n'est pas juste de la télémétrie ou des informations qui nous remontent. C'est également des informations et de la sécurité que l'on descend sur les systèmes d'information de nos assurés. Donc, ça permet vraiment d'avoir un socle d'hygiène, sécurité, même plus que d'hygiène. On est vraiment sur un niveau beaucoup plus élevé à partir du moment où on va souscrire aux offres MDR. Et bien sûr, pourquoi est-ce qu'on parle de formation, de sensibilisation des collaborateurs, etc. C'est parce qu'on entend, j'ai envie de dire, très malheureusement, souvent dire que la vulnérabilité, elle est liée à l'humain. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette assertion-là. Je préfère prendre plutôt l'axe
opposé, à savoir l'humain, c'est notre première ligne de défense. En revanche, évidemment, pour qu'il devienne notre première ligne de défense, ben, il faut qu'il soit formé. Il faut qu'on l'aide également avec potentiellement de l'outillage, du process, peu importe, mais on va l'aider à prendre les bonnes décisions. Et typiquement, lorsqu'on fait face à des cas de fraude, de compromission de boîte mail, ce genre de choses-là, et ben en fait, l'utilisateur est souvent, l'humain est souvent démuni parce que ben, c'est le dernier rempart et s'il n'a pas été formé, c'est difficile de faire de tirer le vrai du faux entre est-ce que ce mail est légitime ou non. Et ben avec le module Email Security, on vient l'aider, on vient assister l'humain pour qu'il puisse prendre une décision éclairée, pour qu'il puisse facilement déterminer si c'est légitime ou ça n'est pas légitime, c'est illégitime comme demande ou comme mail. Et moi, c'est ça ce que j'aime dans la cyber, c'est vraiment d'amener de la cyber pour aider l'humain. Donc, c'est ce que l'on essaye de faire au sein de Stoic. Numéro 8, dernier gros sujet, je vous l'avais évoqué que j'avais regroupé plusieurs sujets ensemble, crypto, contrôle d'accès, sécurité des communications. À nouveau, évidemment, notre centre d'aide, quand on parle de gestion des accès, de sécurité des communications, on parle de MFA, on peut parler de chiffrement typiquement. Et ben, ces sujets qui sont quand même parfois assez techniques, très techniques pour certains, et ben, on a essayé de les documenter, de les expliquer et d'expliquer très clairement quelles sont les options de configuration à mettre en œuvre, quelles sont parfois les lignes de commande tout simplement à passer. Enfin bref, c'est une vraie aide à l'implémentation des mesures. C'est pas juste, chez Stoic, on n'est pas juste dans les missions d'exigence ou de recommandation, on aide à l'implémentation. Et on a toute une équipe de Customer Success, encore une fois, qui sont à la disposition des différents assurés pour les aider dans la mise en œuvre de tous ces éléments-là. On en parle régulièrement, mais pour autant, on ne fait pas souvent un focus dessus. Mais dans le cadre du scan externe, on a également un module de détection de la fuite des identifiants. Donc, si jamais un utilisateur a été piégé par un mail de phishing ou alors son poste de travail a été compromis par un infostealer, donc c'est un logiciel malveillant qui va voler ses identifiants, login, mot de passe, etc. Ou tout simplement que malheureusement, un fournisseur tiers a subi une attaque et il y a une fuite de données, notamment des identifiants et des mots de passe liés à notre organisation à cause d'un incident chez un fournisseur. Et ben, tous ces éléments-là, nous, on les scrute avec grande attention et on identifie ces fuites d'identifiants, ces vols d'identifiants. Ça, c'est très, très important. Je pense qu'on n'en parle pas assez de ce sujet-là, alors que c'est un point qui est clé. Quand on regarde un petit peu nos statistiques, globalement, il y a deux grandes portes d'entrée sur un système d'information. Il y a la vulnérabilité technique d'un côté, et puis il y a le vol d'identifiants et la réutilisation d'identifiants valables, valides, en direct. Donc ces éléments-là sont très, très importants, et donc c'est pour ça qu'on fait remonter cette capacité de détection des fuites d'identifiants. Encore une fois, comme on n'en parle pas assez, je trouve, si vous avez des questions sur ce sujet-là, surtout n'hésitez pas. Autre point, des différents scans. Notre scan externe et nos scans internes font également de la revue de configuration des protocoles et des algorithmes cryptographiques qui peuvent être utilisés sur les systèmes d'information de nos assurés. Donc ça nous permet de déterminer, cet algorithme-là, ça fait 10 ans qu'il est vulnérable, il est connu pour être vulnérable, ou alors cet algorithme-là, on sait que dans les années à venir, il sera facilement cassé par de la cryptographie quantique ou ce genre de choses-là. Et du coup, on peut, encore une fois, l'afficher à nos assurés et leur dire attention, sur ce système, sur cette application-là, il faudrait modifier tel protocole, tel algorithme, afin d'être conforme et robuste, surtout robuste, aux attaques d'aujourd'hui. Et bien sûr, on peut aussi anticiper pour certains les attaques de demain. Avant-dernier point, les modules MDR optionnels, bien sûr. On a tout un sujet autour de la sécurité des identités, pour ceux à qui ça peut parler, notamment le module Identity Protection, qui nous permet du coup de suivre l'utilisation des identités. Donc quand je parle d'identité, je parle des comptes utilisateurs, des différents individus utilisant un système d'information. Et donc, on a des outils extrêmement performants pour suivre comment les comptes sont utilisés et déterminer les comportements suspects et bien sûr, du coup, malveillants au sein d'un système d'information.
on se encourage à nouveau à nous poser des questions si vous en avez sur ce sujet-là. Et dans les outils de sécurisation des communications, évidemment, notre module Email Security prend une énorme place sur ce sujet-là pour sécuriser les échanges qu'il peut y avoir par email. Là, je vous ai mis du coup une petite synthèse des différents sujets, à la fois donc les exigences à gauche, ce que nous proposons et comment est-ce que nous répondons ou accompagnons nos assurés techniquement, tactiquement, stratégiquement, par défaut, on va dire, dans notre offre de cyberassurance, et les différentes options complémentaires qui nous permettent d'aller un cran plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Ça veut dire que tout ça, si je prends un petit pas de recul, Stoic donne tout le cadre opérationnel, technique, stratégique pour efficacement se préparer à la mise en conformité de NIS 2. Mais on ne s'arrête pas là, on fait une vraie sécurisation des systèmes d'information et des activités de nos assurés. Et ça, c'est très important, hein. Moi, j'appelle ça de la conformité intelligente. Chez Stoic et globalement dans toute ma carrière, j'ai toujours cherché à lutter contre les indicateurs pastèques. Le fait d'avoir des dashboards, des cockpits cybersécurité qui vous affichent plein d'indicateurs verts, mais quand on gratte un petit peu, on se rend compte que tout est rouge à l'intérieur. Donc ça ne va pas en fait. Et ça, c'est parce que beaucoup, malheureusement, font de la conformité pour la conformité. Donc c'est vraiment cocher des cases. C'est pas du tout ce qu'on veut chez Stoic. On veut faire de la conformité pour la sécurité. C'est ce qui nous permet d'être pragmatique, d'être efficace et de ne pas voir NIS 2 comme une simple liste de cases à cocher, mais comme une vraie opportunité d'élever son niveau de jeu en cybersécurité. Et je crois qu'on arrive bientôt au bout de notre présentation. Yara, je ne sais pas si tu veux prendre le mot de la fin. Effectivement, juste en quelques mots, en gros, si vous voulez vous renseigner un peu plus, savoir si votre entreprise ou alors celle de l'un de vos clients est concernée justement par NIS 2, pas hésiter justement à aller sur le site de l'ANSSI qui est très bien fait et qui pourra répondre à ces fameuses questions-là. Mais voilà un petit peu ce qu'il en est de la présentation d'aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe aux questions-réponses dans les 8 minutes qui nous restent. J'ai vu qu'il y avait déjà quelques questions qui avaient été posées. Une première question qui est quand même assez intéressante, qui demande en gros, est-ce qu'on peut considérer que les entreprises qui ne relèvent pas justement des activités qui ont été listées dans le cadre de celles concernées par NIS 2, mais qui sont prestataires justement de celles-ci, sont également concernées par les règles qu'on a évoquées aujourd'hui? Tout à fait. Oui, et j'irai même un petit cran plus loin, mais toutes ces règles qu'on a pu lister, finalement, ça reste de la sécurité très basique. Il n'y a rien de très nouveau en termes de sécurité là-dessus qui est apporté par NIS 2. On est plutôt en train de se dire, on va uniformiser les mesures, on va se dire qu'on veut avoir un niveau de sécurité commun, collectif, qui nous permet petit à petit d'améliorer notre posture globale. On n'est pas en train de dire il faut absolument implémenter tel algorithme à tel endroit, etc. C'est pas ça l'esprit qu'on a derrière NIS 2. Derrière NIS 2, on retrouve un petit peu l'esprit des normes ISO finalement, qui sont plutôt liées à de l'amélioration continue. Donc oui, clairement, les prestataires, les fournisseurs, il faut absolument qu'ils d'organisations EE ou EI, entreprises essentielles ou importantes, il faut qu'elles regardent NIS 2. Il faut qu'elles s'inspirent de ce qui est dedans, qu'elles se mettent entre guillemets en conformité, mais pas juste, encore une fois, pour cocher des cases, mais vraiment parce que c'est du bon sens, du bon sens sécurité. Ce sont des bonnes pratiques. Parfois, on est presque sur de la meilleure pratique, mais pour beaucoup, ce sont déjà de la bonne pratique. Et on devrait tous le faire. Tout le monde devrait déjà faire cette pratique. Donc oui, il ne faut pas se restreindre à uniquement les entités, les activités qui sont listées dans la loi. Oui. Autre question, du coup, quels fournisseurs de services financiers précisément sont-ils soumis à NIS 2? Là, du coup, au niveau de la liste, on aura tout ce qui est les banques, les infrastructures de marché financier. Tu veux rebondir? Ouais, petite subtilité, il existe encore un petit flou, on dirait là-dessus, étant donné qu'il y a une réglementation sectorielle avec DORA. Donc DORA, Yara l'a évoqué tout à l'heure, réglementation orientée secteur banque et assurance.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une réglementation sectorielle. Normalement, la réglementation sectorielle prévaut sur la réglementation générale. NIS 2, c'est la réglementation générale. En tout cas, la manière dont la France est en train de le transposer, ce sera une réglementation générale. Ça veut dire que DORA devrait prévaloir sur NIS 2 pour les entités qui pourraient être doublement assujetties. Il y a encore un petit flou là-dessus, mais normalement, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on respecte DORA, intrinsèquement, on est censé respecter NIS 2. Et pour les sujets autour des obligations de notification, notifier les régulateurs sur DORA, donc typiquement la Banque de France, ferait qu'on peut juste les notifier eux et ils devraient faire le lien avec l'ANSSI. C'est pas encore complètement calé, mais en tout cas, c'est dans ce sens-là que l'on va. Oui. Merci Vincent. Du coup, autre question. Le module de sécurisation de tes communications que tu as présenté, il demande si ça permet de chiffrer les échanges même avec les prestataires externes. Non, le module d'email security ne fait pas du chiffrement des emails que vous pouvez envoyer ou que vous pouvez recevoir, évidemment. C'est un outil qui va permettre aux utilisateurs, aux assurés, de pouvoir déterminer est-ce que ce que je suis en train de recevoir est de confiance ou non, que ce soit potentiellement une tentative de phishing ou que ce soit une tentative de fraude. C'est à ça que sert le module email security, c'est d'aider l'utilisateur, le collaborateur d'un assuré, un salarié d'un assuré, à faire le bon choix, à comprendre le mail qu'il vient de lui recevoir, il peut avoir confiance en lui ou non. Yes. Autre question, en gros, comment peut-on identifier facilement si une entreprise relève de NIS 2? Et bien, du coup, le site que l'on voit actuellement, donc le site qui s'appelle Mon Espace NIS 2 de l'ANSSI. D'ailleurs, on peut peut-être plus mettre le lien, on peut peut-être vous mettre le lien également dans le chat. Mais le site Mon Espace NIS 2 vous propose un simulateur pour identifier si on est soumis à NIS 2 ou non. Donc, c'est très facile d'identifier si on y est soumis. Si jamais on a un doute, parce que potentiellement, voilà, il y a peut-être quelques cases où on ne sait pas trop s'il faut la cocher ou non. Il ne faut pas hésiter à prendre contact avec l'ANSSI qui pourra vous aider à déterminer si oui ou non vous y êtes assujetti. Yes. Je viens de mettre du coup le lien justement à l'intérieur du chat. Et je crois qu'on a des questions aussi dans le chat, si je ne dis pas de bêtises. Donc pareil, comment les clients du coup s'ils sont soumis à NIS 2? Ça répond à la même question a priori. Il nous reste 3 minutes. Je veux bien s'appeler Vincent que tu les déroules et que tu vois ce que tu veux prioriser dans les 3 minutes restantes. Je vois qu'il y a une question, enfin qu'il y a un point sur les éditeurs de logiciels. Oui, c'est ce dont Yara l'a évoqué dans la liste des activités soumises à NIS 2. C'est un ajout qui a été proposé. C'est en fort débat. En tout cas, ce sera en fort débat quand ce sera soumis au vote. Parce qu'effectivement, ça a un impact assez fort pour beaucoup d'organisations à partir du moment où on parle d'éditeurs de logiciels. En soi, ça ferait du bien, j'ai envie de dire, au marché aussi. Ce serait typiquement, si je prends le cas, j'ai évoqué Veda tout à l'heure pour les médecins, bah oui, je pense que ça pourrait les aider typiquement d'avoir ce type d'éléments. Alors, il y a une question. Est-ce que pour répondre à NIS 2, nos clients ont besoin de souscrire une formule complémentaire si leur contrat ne possède pas d'option type stoïque EDR ou MDR ou autre? Alors non, il n'y a pas d'option supplémentaire pour que nous, on puisse aider. Et alors, si je reviens sur la page juste avant, par défaut, comme je l'évoquais, donc, quand je dis par défaut, c'est dès qu'une organisation est assurée chez Stoic, il a accès à toute la colonne qui est ici, toute la colonne Stoic. Donc tout ça, c'est intégré dans l'offre. Et si jamais il y a des questions sur NIS 2, il ne faut surtout pas hésiter à venir nous voir pour aider l'assuré à comprendre comment est-ce qu'il doit se mettre en conformité ou quelles sont les actions qui sont à sa main ou qu'est-ce qui est déjà réalisé pour eux. Je lis les questions. Pour information, Vincent, il nous reste moins d'1 minute avant
le webinaire se termine. Oui, effectivement. Alors, je vois juste, dans NIS 2, il n'y a pas de conférence pure format qui serait selon vous, selon vous, en fait, c'est toujours la même chose. C'est que d'un côté, on a un vrai objectif d'augmenter son niveau de sécurité, d'augmenter le niveau de sécurité globalement de l'ensemble des organisations. Donc, on a un vrai objectif commun de groupe, d'élever son niveau de sécurité collectivement. Et de l'autre côté, tous ceux qui ne vont pas se mettre en conformité seront petit à petit mis de côté parce qu'on ne pourra pas travailler avec eux. Donc, à un moment, tout le monde va devoir se mettre en conformité sur ces sujets-là. Et je pense qu'on a fait à peu près le tour des différentes questions. S'il y a d'autres sujets, n'hésitez pas à revenir vers nous par la suite. Et je pense qu'il est midi passé. Et je pense qu'on va du coup clôturer notre webinaire. Je vous remercie à toutes et à tous en tout cas pour votre participation, pour vos questions. J'espère qu'on aura pu répondre à quelques-unes en tout cas, et puis à votre disposition pour continuer à accompagner nos assurés communs vers la mise en conformité et surtout du coup vers la sécurisation de leur système d'information et de leurs activités métiers. Merci à tous. Merci beaucoup.